J'ai le plaisir d'introduire le professeur Christophe Ley, qui a, lui, obtenu son doctorat en sciences mathématiques à l'Université libre de Bruxelles en 2010. Après, il a été chargé de recherche au Fonds national de la recherche belge et puis a rejoint l'Université de Gand comme professeur en 2015, où il est resté environ 6 ans, et il a rejoint l'Université de Luxembourg en 2021, où il est professeur de statistiques appliquées et où il dirige un laboratoire autour des statistiques interdisciplinaires. Il est aussi, son esprit entrepreneurial, cofondateur de GRU-IA, une société qui est spécialisée dans la formation et le conseil liés à l'intelligence artificielle, à la science des données et aux mathématiques. Il est aussi président de la Luxembourg Statistical Society et président d'un centre européen pour les cours de statistique avancée. Il est aussi vice-président du Conseil supérieur de la statistique et rédacteur en chef du Sports Analytics, et on se rapproche de sa présentation aujourd'hui. Donc, ces recherches, elles portent sur le développement de nouvelles approches statistiques et d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes de données complexes avec un goût prononcé pour les collaborations interdisciplinaires, notamment avec la médecine et le sport. C'est aussi un enseignant et un conférencier passionné. Il est auteur d'une centaine de publications et a eu toute une série de prix. Parmi ses principales réalisations figure le prix international Bernoulli en 2024, le prix d'enseignement de l'Université du Luxembourg, et il est aussi membre élu à l'Institut international de statistique, où il a aussi eu un prix pour la meilleure thèse de doctorat en statistique. Et depuis l'année dernière, il est aussi membre effectif de la section des sciences de l'Institut Grand-Ducal. Et donc, il va nous entretenir aujourd'hui sur une thématique, je pense, qui va trouver un large intérêt sur l'analyse au niveau sport, une promenade dans le pays des statistiques de sport. Je donne la parole à Christophe. Merci beaucoup, Lucien Hoffmann. Je ne suis pas sûr, on avait regardé si je viens par là, mais alors je tournerai quand même le dos à bon nombre de personnes, donc peut-être que le mieux c'est de rester ici. Ok, ça va. Très bonne soirée à tout le monde, et c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous parler un peu des Sports Analytics lors de cette séance luxembourgeoise spéciale. Donc, oui, je vais vous montrer un peu ce que c'est que ce domaine de la recherche, et on va vraiment faire, ce sera une promenade dans ce pays des statistiques du sport. Alors, je pense que pour tout le monde, il est assez clair que dans le sport, il y a beaucoup de statistiques, ne fût-ce que le fait de compter les médailles lors des JO, ou ne fût-ce que le fait de compter les points lors d'un championnat national. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et c'est évidemment pas de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui, mais je vais plutôt vous montrer, et là je réalise que je dois prendre la souris pour faire avancer mes slides. Donc parfait. Donc, je vais tout d'abord vous parler comment la science des données, qui est le mot moderne pour statistique, a fait son entrée dans le monde du sport. Et puis, nous allons voir 3 sections différentes. Et en fait, pour rester dans le motif du sport, je les ai subdivisées en médailles d'or, d'argent et de bronze pour vous dire à quel point les avancées sont déjà abouties dans les différents domaines. Une fois, c'est au niveau des analyses et des tactiques. Là, je décerne la médaille d'or. Prédiction et paris sportifs, là, médaille d'argent. Et la prévention de blessures, là, nous sommes plutôt au début, donc là, je donne la médaille de bronze et vous verrez au fur et à mesure où on en est. Donc, tout d'abord, comment est-ce que ça a commencé ? Les Sports Analytics, donc vraiment les statistiques dans le sport, ont commencé dans l'après-saison 2001 du baseball.
Donc l'équipe des Oakland Athletics, son manager était choqué par la mauvaise performance. Et il savait pertinemment bien qu'il n'avait pas moyen de concurrencer avec les autres équipes parce que par l'argent, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens. Et donc ce qu'il a fait, il a dit, mais je vais prendre une autre approche. Et il a engagé un économiste, l'économiste Peter Brandt, qui vient de Yale, et lui, il avait une toute autre approche. Il a utilisé la science des données. Dans le monde du baseball, ça s'appelle sabermetrics. Donc le mot sabermetrics, c'est un mot qui dit on utilise des analyses pour le sport, et ce mot n'existe que pour le baseball. Donc, Sports Analytics in Baseball, ça c'est sabermetrics, c'est le seul sport qui a son propre mot. Et ça a eu un énorme succès parce que l'équipe, les années suivantes, en faisant vraiment attention au nombre pour voir quels sont les joueurs qu'on va engager, en regardant vraiment les données, ils ont fait une bien meilleure progression, ils ont fait de très bonnes saisons qui suivaient, et c'était un énorme succès. Suite à cela, un livre a été écrit là-dessus qui s'appelle Moneyball. Et ce livre a ensuite été mis en film, comme vous pouvez le voir, et c'est Brad Pitt qui a joué le rôle du manager. Et c'est comme ça que tout a commencé, parce que ça a vraiment montré, on peut gagner énormément en performance en faisant attention aux données et en faisant des analyses sportives. Ensuite, après le baseball, c'est allé un peu dans d'autres sports. Un exemple flagrant assez rapide, c'était au basketball. Au basketball, surtout en NBA, donc la ligue américaine, là, l'entraîneur en chef des San Antonio Spurs, Greg Popovich, lui, il a remarqué quelque chose. Il a remarqué que, en fait, le terrain, la zone en dehors de laquelle on marque des tirs à 3 points, il a remarqué que sur les coins, la distance pour tirer, elle était plus petite que partout ailleurs. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait entraîner ses joueurs pour pouvoir, je vais peut-être me mettre debout, ça sera encore mieux, pour pouvoir tirer très fortement de ce coin. Et donc, son équipe a tiré beaucoup plus que tous les autres des tirs à 3 points. Et ça a mené à la révolution du basket. Et c'est ça que vous voyez à droite. Là, vous voyez cette courbe qui augmente. C'est le nombre de tirs à 3 points qui ont été faits lors de chacune des saisons. Et on voit très clairement que ça a complètement changé le jeu du basket. Beaucoup plus de tirs à 3 points sont pris désormais. Et voilà, vous connaissez tous le grand mot Big Data. Et oui, dans le sport, il y a énormément de données qui sont générées, qui sont mesurées. Et là, à gauche, par exemple, vous voyez différentes caméras qui existent, qui sont pointées sur le terrain de basket. C'est la même chose pour le terrain de football, bien sûr, et d'autres. Et donc, avec ça, on peut générer énormément de données sur comment les joueurs se déplacent, à quelle vitesse, vers où. Et toutes ces données-là, ce sont des données qu'on peut analyser. Ou alors, à droite, là, vous voyez une demoiselle qui court. Mais de nos jours, nous avons beaucoup on appelle ça des wearables, donc c'est quelque chose comme par exemple une montre qui permet de mesurer différentes caractéristiques de notre corps quand on court, des lunettes qui mesurent nos GSM évidemment aussi, et donc il y a énormément de données qui sont générées pendant l'activité sportive. Et avec ces données, on peut par exemple voir comment est-ce qu'une telle personne comment est-ce qu'elle sue, comment est-ce que cette personne, comment est-ce que se comporte son cœur, et ainsi de suite. Et avec toutes ces données, il y a beaucoup de motivation pour pouvoir faire des analyses statistiques. Donc, c'est comme ça que les données sont entrées dans le sport. Et maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé depuis. Je vais vous donner plusieurs exemples. Et nous allons commencer par voir, je vais brièvement passer par ici, juste pour bien mettre le cadre duquel on parle. Sciences des données, intelligence artificielle, juste pour une fois dire ou redire ce que c'est en fait. Donc la science des données, en gros, j'aime bien cette définition, c'est l'extraction de connaissances à partir de données. Ça paraît logique. Et ça combine des idées qui sont reçues du machine learning ou l'apprentissage automatique, des statistiques, de l'informatique et ainsi de suite. Donc là, vous le voyez ici, c'est vraiment cette intersection entre mathématiques et statistiques, informatique et connaissance du domaine. La science des données, elle se situe tout à fait au centre.
un point important, je l'ai déjà dit, c'est le machine learning. Le machine learning, c'est le grand domaine de l'intelligence artificielle. On l'entend un peu partout, mais c'est quoi en fait le machine learning? Comment est-ce qu'une machine apprend? Et ceci, ça forme en grande partie aussi la base de comment fonctionne l'intelligence artificielle. Je vous ai mis ici une comparaison très simple. À gauche, nous avons la programmation traditionnelle. Donc typiquement, ce qu'on avait avant, c'était, nous avons des données, un input, nous avons un programme, et le programme nous donne un résultat. Très simple, l'algorithme c'est, on calcule une racine carrée, on donne 49, boum, ressort 7. Ça c'est la manière telle qu'on l'a toujours connue, telle que fonctionnent les calculatrices. Ça c'est la manière traditionnelle. Maintenant, le machine learning, c'est différent. Là, on a d'un côté les données, donc le input et le output, et c'est la machine qui est censée trouver l'algorithme qui lie les deux. Donc, si on donne à la machine 49 et 7, 64 et 8, ben, c'est à la machine de se dire « Ah, mais en fait, ce qui lie les deux, c'est l'opération « je prends la racine carrée ». Et c'est comme ça que la machine, elle apprend à partir de données qu'elle reçoit. Elle cherche un lien entre ce qu'on donne, les prédicteurs, le input et le output. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est une des grandes bases de l'intelligence artificielle. C'est comme ça que fonctionne en grande partie l'intelligence artificielle. Pas toutes les intelligences artificielles, mais c'est l'idée à la base. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'IA? L'IA, c'est la capacité d'un ordinateur numérique ou d'un robot contrôlé par ordinateur à effectuer des tâches qui sont généralement associées à des êtres intelligents. Et on a l'impression que l'IA, c'est quelque chose de tout à fait récent, parce que ce n'est que maintenant qu'on exploite vraiment les idées derrière l'IA. Mais il ne faut pas se détromper. Les origines remontent à la fin des années 40. C'est là qu'Alan Turing a déjà eu cette idée d'une intelligence artificielle. Et ce que vous voyez là, ça c'est The Imitation Game, c'était sorti dans les cinémas. Et en fait, Turing, il avait imaginé un test qui est The Imitation Game. C'est en fait un test pour voir si la personne avec laquelle on échange, si c'est un humain ou un ordinateur. À la fin des années 40, il avait cette idée-là. De nos jours, ChatGPT et compagnie, ils sont partout, et lui, il avait déjà cette idée que ça pourrait venir. Donc, il était vraiment bien précoce pour son temps avec ses idées, et il a mis ce test. C'est à partir de là que l'IA est vraiment survenue. Je pourrais vous faire tout un exposé sur le développement de l'IA. Le mot IA est venu lors d'une conférence en 1956. Quels sont d'autres développements qui ont eu lieu? Ce n'est pas le but de la réunion d'aujourd'hui, mais c'est une histoire assez intéressante, comment l'IA s'est développée. Je vais vous montrer une des capacités inouïes. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler. Je voulais vous en montrer une qui est moins connue. Alors, ce que vous voyez ici, en haut à gauche, ça c'est une photo, une image d'une ville allemande, Tübingen. Et puis, ce qu'on a fait ici avec l'IA, c'est, on lui a dit, mais apprends à dessiner selon le style des grands maîtres. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont reconnu les différents. On a Van Gogh en bas à gauche avec sa nuit étoilée. Et vous voyez, l'algorithme a redessiné l'image selon Van Gogh. Ensuite, en haut à droite, vous avez Turner et son Battleship qui est en feu. Et voilà, maintenant, vous avez la ville qui est en feu. Et enfin, Der Schrei de Munch. Et vous voyez que maintenant, il a dessiné selon ce style. Donc, ce que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, parce qu'elle génère elle-même quelque chose, elle apprend, selon le principe que je vous ai montré avant, du machine learning, elle apprend comment dessiner, et puis elle peut elle-même créer. Et ça, c'est la base aussi de ChatGPT et de plein de choses que vous avez aujourd'hui, où l'intelligence artificielle crée quelque chose. En fait, l'intelligence artificielle, elle apprend sur base d'un grand jeu de données, elle apprend à dessiner. Et ChatGPT, ça marche, en gros, c'est basé sur des probabilités. À chaque mot,
il y a une certaine probabilité quel devrait être le mot prochain, et c'est ainsi que l'IA génère du texte, écrit du texte, mais c'est basé sur des statistiques et sur des probabilités. Maintenant, venons-en aux exemples concrets, maintenant que le cadre a été posé, parce qu'il y a évidemment des statistiques, sciences des données et de l'IA qui va venir dans ce qui suit. Donc, analyse et tactique, c'est là où les avancées sont les plus pointues. Je vous donne un premier exemple. Donc, parmi ceux parmi vous qui sont intéressés par le football, d'ailleurs aujourd'hui, il y a la Ligue des Champions, je vous montre ce match entre Paris Saint-Germain et Manchester City. Donc, le score a été de 2-1 en faveur de Manchester City, mais quelque chose qu'on entend aussi de plus en plus à la télévision, on dit, mais en fait, les expected goals étaient plutôt de 1,6 à 0,9. Les commentaires utilisent de plus en plus aussi cette expression. Maintenant, je ne sais pas comment on les appelle en français. Les buts attendus, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui est utilisé. Moi, je regarde surtout à la télévision allemande, le football, et ils en parlent pas mal. Donc, c'est quoi ce score ? Eh bien, en fait, pour chaque tir qui est effectué sur le but, qu'il soit cadré ou pas, peu importe, pour chaque tir qui est fait, on calcule la probabilité que de ce tir ressorte un but. Et cette probabilité, elle est basée sur une très grande base de données de joueurs de foot qui ont tiré à partir de cette même position. Et donc, on a regardé si 1/10 des joueurs ont marqué à partir de cette position, on dira que la probabilité de marquer dans cette position, elle est de 10%. Et donc, on compte, ok, pour ce tir, on va compter 0,1 but. Et alors, et ainsi, à la fin du match, tous ces pourcentages de buts sont additionnés et on obtient alors un score comme 1,6 à 0,9. Et ça raconte plus, en fait, sur un match que juste le résultat final. Parce que là, on voit que PSG, en fait, avait plus de chances que Manchester City. C'est juste que PSG n'a pas été aussi efficace et que City a été extrêmement efficace. Et ça, c'est très intéressant. Évidemment, ça donne un nouveau ranking, c'est intéressant pour les fans, mais surtout, c'est intéressant pour les coachs qui peuvent voir, en fait, mon équipe, elle s'est bien débrouillée, c'est les autres qui étaient vraiment super efficaces, ou mon équipe a été très efficace et peut-être que je suis content d'avoir gagné, mais pour la prochaine fois, je devrais savoir que ça pourrait aussi se retourner. Donc ça, c'est les expected goals et je pense que PSG contre Liverpool, pour ceux qui ont suivi, surtout au premier match, je pense que là, PSG quand même avait un expected goals beaucoup plus élevé que Liverpool. Donc voilà pour les expected goals, ça c'est une quantité qui vient des sports analytics et qui est beaucoup utilisée de nos jours. Alors voici un travail français qui a été fait, donc c'est par Leroy et Plat. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir identifier des talents de natation, des jeunes qui, pour pouvoir prédire comment les jeunes vont évoluer. Donc là, vous voyez différentes courbes. Vous voyez la performance en termes de temps de plusieurs jeunes en fonction de leurs âges. Et donc vous voyez que logiquement, toutes les courbes sont décroissantes parce qu'ils deviennent de plus en plus performants au cours de leurs âges. Mais la question, c'est est-ce que ça va aller en décroissant fortement ou est-ce que ça va atteindre un plateau ? Et justement ça, c'est quelque chose, donc ce genre de graphique et l'analyse de ces données, et pour pouvoir faire des prédictions sur les performances, c'est basé sur ce qu'on appelle des séries chronologiques et un concept qui s'appelle du clustering, où on met ensemble les jeunes qui sont dans une même catégorie et on cherche à pouvoir faire des prédictions pour pouvoir déterminer les meilleurs talents. Alors revenons au foot, ça c'est quelque chose qui est très utile pour l'analyse post-match par des coachs, les zones de contrôle. C'est basé sur des diagrammes de Voronoi, donc c'est un concept mathématique. Et là, donc ça c'est un extrait de cet article de Brefeld, Lasek et Meyer. Aussi je ne l'avais pas dit, c'est dans un livre Science Meets Sports, When Figures Are More Than Numbers. C'est un livre que moi et un collègue nous avons édité pour justement montrer ce lien entre sport et statistique. Et ce que vous voyez ici, c'est donc ce que montre ce diagramme, c'est pour chaque joueur, donc vous voyez les joueurs en rouge et les joueurs en bleu,
on mesure la position du joueur et la vitesse à laquelle il court dans une certaine direction. Ça permet à chaque moment de déterminer quels endroits vont être les premiers atteints par chaque joueur. Et donc, si vous prenez par exemple le joueur rouge tout à fait en haut, donc tout à fait en haut, lui, toute cette zone rouge, ça c'est la zone dans laquelle lui serait le plus rapidement sur le terrain. Et il n'y a pas d'autres joueurs qui seraient avant lui sur tous les points dans cette zone rouge. Et ça c'est très intéressant. Vous voyez à gauche, le gardien, lui, il a une très grande zone où lui, il sera le plus rapidement. Mais c'est très intéressant quand on cherche à faire une analyse, comme par exemple dans cette scène-là. Donc, vous voyez en haut à droite, j'ai malheureusement pas moyen. Je peux pointer avec ça? Ah oui, parfait. C'est un pointeur. Donc, vous voyez ici, la balle, elle est ici. Et maintenant, le joueur, il cherche à faire une passe. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette zone-ci, la zone jaune, ce serait une zone où ce joueur-là serait le plus rapidement. Et en plus, on voit qu'il y a un défenseur bleu, donc il ne serait pas hors jeu. Donc là, ce que l'entraîneur peut dire directement en voyant ça, dans une telle situation, tu aurais dû faire une passe ici parce que si tu fais la passe là, le joueur là, il sera le premier sur la balle et il aurait une superbe occasion de but. Donc ça, c'est pour l'analyse tactique. C'est évidemment très fort et c'est basé sur la science des données. Je vous montre aussi cet exemple du basket où on peut visualiser les forces et les faiblesses de différents joueurs. Ici, on prend 3 joueurs qui sont des pivots. Et ce qu'on voit, on voit ici leur capacité à donner des passes, à faire des rebonds, au lancer franc, à tir à 3 points, à tir à 2 points, les blocages et les steals, quand on prend la balle à l'adversaire. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est par exemple, au plus le point rouge, il est loin du centre. Donc ici, quand il est plutôt faible, au plus ils sont loin, ils sont forts. Donc là, on peut voir que ce joueur-ci, il est surtout fort au tir à 3 points. Ce joueur-là, ses capacités se situent ici. Donc c'est plutôt un pivot qui est très fort près du panier. Alors que celui-là, il est fort au lancer franc et au rebond. Et une telle visualisation statistique, elle permet de nouveau à comparer les joueurs et au coach, ça permet de dire un tel joueur pourrait être très intéressant dans mon équipe parce qu'il possède telle ou telle capacité. Et cette visualisation, elle parle beaucoup plus que si on voit uniquement les données. Alors, un endroit où l'IA est vraiment dominante, c'est des jeux de réflexion comme les échecs. Ici, je vous ai mis une photo de mon ordinateur d'échecs quand j'étais gamin. À l'époque, je jouais uniquement au niveau 1 parce qu'à partir du niveau 2, ça prenait énormément de temps pour que la machine réponde. Donc je n'ai joué qu'au niveau 1 parce que j'en avais marre d'attendre qu'une bonne réponse ressorte. C'est pas ce qu'on a envie de faire, mais c'était très chouette quand même. De nos jours, c'est plus ou moins immédiat et les IA sont devenus imbattables. La première intelligence artificielle qui a battu un grand maître des échecs, c'était en 1997 contre Garry Kasparov à l'époque. Mais depuis, ça a complètement changé et la manière dont ils sont entraînés de nos jours rend les machines imbattables. Et se pose la question, comment est-ce qu'elles sont devenues si imbattables? Je vais vous parler très brièvement de ce qu'on appelle le reinforcement learning. Parce que cette technologie-là, cette technologie de l'IA, c'est elle qui est responsable du prix Nobel de chimie de l'année passée, qui a été obtenu pour la prédiction de structure de protéines. Donc comment ça marche? Je vais vous l'expliquer sur un exemple très simple, un jeu vidéo. Donc là, vous voyez Super Mario qui est censé avancer dans son niveau et qui est censé aller de A vers B tout en évitant plusieurs obstacles. Et en fait, le reinforcement learning, il marche comme ça. Il y a un agent, dans ce cas, dans le jeu, c'est Mario, et tout ce qu'on lui dit, on lui dit absolument pas ce qu'il... Il sait qu'il peut faire des choses, mais il ne sait pas ce qui est bon de faire. Il apprend tout lui-même. La seule chose qu'on lui dit, c'est il faut que tu survives et il faut que tu ailles jusqu'à la fin. Et donc, il y a ce système de récompense qui est en place. Et donc, ce qui va se passer, c'est quand
l'IA joue pour la première fois le niveau, il ne va rien se passer parce qu'il va juste rester sur place. Il ne sait pas si c'est bon de marcher ou de rester sur place. Là, évidemment, il ne va jamais atteindre son but et le temps va s'écouler et il va mourir. Donc, à la deuxième étape, Super Mario, il va se mettre à marcher. Donc, il va marcher, puis il viendra un ennemi et l'ennemi va le tuer parce qu'il va lui rentrer dedans. Et donc, il apprendra, ce n'est pas bon. Au troisième essai, il va alors déjà sauter au-delà de cet ennemi, puis il va tomber dans une falaise, ce genre de choses. Au bout de... On a commencé de rien. Mais au bout de 30 à 35 essais, la machine peut faire le niveau de façon parfaite et dans un temps record. Elle a appris par elle-même de ses erreurs. Et c'est comme ça que fonctionnent aussi les échecs. Ils ne se passent pas sur les grandes parties des maîtres, non. Il y a deux IA qui jouent l'une contre l'autre, qui font des mouvements très stupides au début, mais qui apprennent par les erreurs qui sont faites et qui s'entraînent dans une infinité presque de parties et qui deviennent de plus en plus forts et qui proviennent aussi avec des stratégies qui ne sont pas encore connues parce que ça ne vient pas des maîtres. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'a fonctionné cette technologie qui sait prédire le folding, comme on l'appelle, des protéines. Et l'exemple le plus frappant de cette technologie au niveau des jeux, c'était le jeu de Go. Le jeu de Go qui est un jeu plus complexe que les échecs. Et quand on a battu les meilleurs joueurs aux échecs, on a toujours dit oui, ok, mais pour le Go, ça ne va jamais arriver. Grande erreur. 2016, arriva le moment où une IA a battu un très fort joueur de Go. Et l'entraînement s'est fait de la même manière, en jouant contre lui-même. Et maintenant, l'IA est devenue aussi imbattable sur le jeu de Go. C'est pour ça que j'ai dit, mettons médaille d'or, parce que c'est extrêmement bien avancé. Maintenant, venons-en aux prédictions et aux paris sportifs. Donc, comment est-ce qu'on peut prédire le résultat d'un match? Donc là, ici, on entre vraiment dans le domaine du machine learning supervisé, c'est-à-dire sur base de certains facteurs déterminants, nous cherchons à prédire une certaine réponse. Donc, en termes mathématiques, c'est la seule petite formule presque que je mets. Nous avons plusieurs prédicteurs x1 jusqu'à xp et une réponse associée. Et nous cherchons à trouver cette fonction qui lie les prédicteurs à la réponse. Comme avant ce que j'avais expliqué, entre 49 et 7, la racine carrée. Ici, on cherche le meilleur lien entre les deux. Donc, la machine apprend grâce à des données d'entraînement. Et je vous donne un exemple concret. Comment est-ce qu'on cherche à prédire le résultat d'un match de foot? Supposons que l'équipe nationale du Luxembourg joue contre la France. Je pense que vous serez tous d'accord contre moi que la France part évidemment perdante dans une telle comparaison. Qui peut prétendre battre le Luxembourg avec notre force de jeu? Bien que l'équipe nationale soit devenue beaucoup plus forte récemment, je dois le dire. Donc comment est-ce qu'on construit une telle IA? Tout d'abord, il faut définir le but. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Le but, c'est prédire le nombre de buts de chaque équipe. C'est ça qu'on cherche à faire. On veut prédire combien de buts marquera le Luxembourg, combien la France, et alors on aura une prédiction du résultat. Alors, il faut trouver quel facteur pourrait me donner une information sur ce nombre de buts. Par exemple, l'âge moyen des joueurs, les résultats des matchs précédents, le niveau des joueurs, plein d'autres facteurs. Donc maintenant, on a ça en tête très bien. Et donc, ce qu'il faut faire, maintenant, il faut collecter des données. Et donc, il faut aller sur plein de matchs précédents joués par les équipes nationales et regarder les résultats et combiner donc ces résultats avec les facteurs déterminants qu'on aura mesurés avant chacun des matchs. Et c'est ainsi qu'on entraîne notre intelligence artificielle. Elle liera les facteurs déterminants, comme le niveau des joueurs, comme l'âge moyen des joueurs, l'entraîneur, avec les résultats qu'on aura vus. Et une fois que cet entraînement est fait, quand le Luxembourg jouera contre la France, on va regarder quel est l'âge moyen des joueurs, quel est le niveau des joueurs. On rentre tout ça dans l'IA, et l'IA va faire sa prédiction. Et Dieu sait quelle équipe elle va donner comme vainqueur. Donc ça, en théorie, c'est comme ça que ça marche et on a fait pas mal de telles prédictions au niveau du foot. Mais vu qu'on est ici dans la Lorraine, je vais vous donner un exemple plus lorrain. Et là, on va dans
la prédiction de match de handball. Parce qu'en fait, mon doctorant Florian Félix, qui est français, et lui, c'est un joueur de handball, un grand fan de handball, et dans sa thèse, on travaille ensemble avec les Dragons de Metz, donc qui est une équipe extrêmement forte en handball. Et pour cela, on voulait pouvoir faire des prédictions sur les différents matchs. Et donc là, ce qu'on regarde, c'est l'info sur les matchs, l'info sur les équipes. On mesure les forces de jeu des équipes, la composition des équipes, et donc on prédit pour chaque match de nouveau les scores. Et donc ça ressemble un peu à ceci, non ? Vous voyez les différents facteurs déterminants. Et donc ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui est censée représenter comment marche notre esprit humain, notre cerveau, avec différents neurones qui sont liés entre eux. Et à la fin, en mettant tout ça ensemble, on reçoit alors une prédiction. Donc ça marche comme je vous l'ai expliqué avant. Voici quelles étaient nos prédictions pour Paris 2024 des équipes nationales. Donc on prédisait la Norvège, la Suède, la France, le Danemark en demi-finale, et on prédisait qu'en finale, la France allait gagner. Bon, Florian était évidemment très content avec cette prédiction. Quelle était la réalité ? Vous allez voir sur le prochain slide la réalité. En demi-finale, il y avait la France, la Suède, le Danemark, la Norvège, donc bien les 4 pays qu'on avait prédits. Il y avait aussi la finale prédite, mais le résultat n'était pas comme on l'avait prédit. Donc la France, elle a malheureusement perdu, et il y avait quelques autres changements. Dans le handball, nous obtenons environ 80% de prédictions correctes. Donc ça c'est très bon. Au foot, on ne peut pas rêver de ça. Au football, si on arrive à 65% de prédictions correctes, on est déjà très content. La raison pour moi, c'est qu'au handball, il y a beaucoup de buts qui se passent. Au foot, beaucoup moins de buts. Et donc, le facteur chance dans le football, il est plus présent qu'au handball. Maintenant, juste faire des prédictions, ça en soi n'est pas très intéressant, surtout pas pour un coach. Ce qui est plus intéressant pour un coach, c'est ceci. Donc, ce que vous voyez là, c'est en fait, on indique quels sont les principaux facteurs qui ont mené à notre prédiction. Parce que trop souvent, quand on a une IA, l'IA nous donne un résultat, mais on se demande comment est-ce que l'IA a obtenu ce résultat. Et alors, il y a des techniques comme celle-ci qui permettent de représenter en fait quels étaient les facteurs principaux qui ont fait que l'IA fasse une telle prédiction. Et donc là, vous voyez ici, ça c'était les facteurs. Pour une des équipes, ça c'était les facteurs principaux. Donc là, on voyait les joueuses des différentes équipes. Et donc ça, c'était pour que la France gagne, ça, c'était pour que la France... les facteurs principaux pour faire perdre la France. Et donc, ça, c'est le type d'information qu'on peut donner à un coach avant le match. Et alors, il peut voir avant le match, OK, ça, ce sont les joueuses dangereuses de l'équipe adverse. Intéressant, donc, il peut faire entrer ça dans ses tactiques. Et de nos jours, avec l'IA générative comme ChatGPT, on peut faire plus. On ne donne pas juste ces graphiques qui sont déjà très jolis, mais on peut demander à une IA d'extirper de ce graphique un texte. Et donc là, ça c'est le genre de rapport qui a été rédigé par une IA pour mettre en mots en gros l'analyse qu'on avait obtenue sur le slide précédent. Et donc avec ça c'est le genre de résultat. On voit du côté français, les joueurs principaux sont ça, pour la Norvège, les joueuses principales sont ça, et ainsi de suite. Et puis une conclusion. Ça, c'est le genre d'information qu'on peut donner avant un match. Alors juste comment est-ce que j'en suis au niveau du temps ? Parce que je ne sais pas à quelle heure on a commencé. 55. On a commencé à 55, donc ok, ça marche. On est bon. Merci. Dernier point, la prévention de blessures. Donc, en sport, évidemment, on le sait, il y a énormément de blessés. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur, il y a beaucoup de blessés et
il est important, il est intéressant de chercher à prévenir ces blessures, de voir où peut-être cette personne elle est en risque de se blesser prochainement. Et donc là, je vous montre une première étude qui a été faite par le Luxembourg Institute of Health en collaboration avec Decathlon. Donc là, ils avaient fait une très très grande analyse sur 848 coureurs amateurs pour voir quels facteurs étaient les facteurs principaux qui pouvaient contribuer à un haut risque de se blesser. Ils avaient comparé aussi différents types de chaussures. Et on s'intéressait à des blessures qui provenaient vraiment du bas de la jambe. Et donc, dans cette étude, ce qui a été fait, c'est ce qu'on appelle une analyse de survie. On cherchait à prédire est-ce qu'un tel athlète est en risque de se blesser, oui ou non, prochainement. Et donc là, c'était vraiment pour voir quels sont les facteurs principaux. Si on arrive à déterminer ces facteurs principaux, on pourra les dire aux athlètes et idéalement dire aux athlètes toi, fais maintenant un peu attention, dose un peu mieux ton entraînement parce que tu es un gros risque de te blesser prochainement. Et donc ça, c'était cette étude qui a été faite par le LIH. Et dans la thèse de ma doctorante Katarzyna Sterba, on cherche à faire une nouvelle analyse basée sur une nouvelle méthode combinée entre l'IA et les statistiques, ensemble avec le LIH. Alors, prévenir les blessures, ce qu'on cherche à faire, ce que je vous ai dit, c'est très compliqué parce que c'est un problème multifactoriel. Il y a tellement de choses différentes qui peuvent mener à une blessure. Je ne parle pas des blessures dans des sports de contact parce que si quelqu'un vous rentre dedans, vous ne pouvez pas prédire cela. Ça, c'est pas possible. Donc, on ne parle pas de ce genre de blessures. Par contre, quels sont les véritables problèmes qu'on a pour pouvoir faire des prédictions? Mais ça, c'est déjà parce que les données dont on dispose proviennent de sources tout à fait différentes et ils sont de types différents. Il y a des facteurs orthopédiques, puis il y a des images, on a des images du corps, on a des questionnaires, on fait des questionnaires, comment est-ce que vous vous sentez, combien est-ce que vous avez dormi, qu'est-ce que vous avez mangé, et ainsi de suite. Et puis il y a ce que vous avez dit, la technologie portable, donc des données qu'on mesure sur base d'une montre, par exemple. Et ce type de données, c'est très différent. Donc des images, des questionnaires, des données mesurées sur des appareils portables. Mais ça, ce sont des données qui sont de trois types tout à fait différents. Et les mettre ensemble pour pouvoir en retirer une information, c'est tout sauf évident. Ça, c'est un véritable défi. Et puis, évidemment, il y a aussi qu'est-ce qui se passe lors des entraînements. Est-ce que les entraînements ont été intensifs ou pas? Qu'est-ce qui se passe lors des matchs? Donc, il y a énormément d'informations différentes qu'il faut mettre ensemble et analyser cela, même avec avec la technologie de pointe, avec l'IA, ce n'est pas évident. Ça reste un problème très compliqué. De plus, donc vous l'avez bien compris, quand on cherche à faire une prédiction, on a besoin de données qui peuvent entraîner, sur laquelle on peut entraîner une IA. Là, oui, les blessures, fort heureusement, restent quand même un événement rare. La plupart du temps, quand on voit un match de football, il n'y a pas de blessure. Et donc, sur 100 coureurs, il y en a peut-être 5 qui se blessent. Et donc, nous avons un déséquilibre énorme entre ceux qui ne se blessent pas et ceux qui se blessent. Et donc, ce qu'une IA ou aussi un modèle statistique va apprendre, c'est que, on ne va pas se blesser. Nous sommes déjà sûrs à 95% qu'il n'y aura pas de blessure. Donc ça, c'est aussi un autre défi. C'est un événement rare. Et donc, pour pouvoir le prédire, c'est d'autant plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de données qui permettent de le faire. Donc, pendant longtemps, on a fait des analyses purement basées sur les statistiques, mais il y a ce nouveau trend vers le machine learning, donc vers l'utilisation de modèles IA, comme nous l'avons expliqué dans cet article-là de 2021. Alors, ce qui est essentiel aussi, c'est une IA, c'est bien si elle peut faire une prédiction, mais si elle dit juste risque de blessure élevé, risque de blessure pas élevé, mais qu'on ne voit pas quels sont les facteurs qui sont les facteurs déterminants là derrière, là, ça ne sert à rien. Ce qu'il nous faut, c'est il faut quelque chose comme... Ah non, je dois pointer ici. Ok, on s'apprend... Non, ça va.
il nous faut quelque chose comme ce genre d'information aussi. Il faut qu'on voit très clairement, ça c'est les facteurs qui nous mettent à risque et ça c'est les facteurs qui sont plutôt en faveur de ne pas se blesser. Donc, il faut représenter les informations sous une telle forme. Ça, c'est important, sinon l'athlète ou les coachs ne savent absolument rien en retirer si on leur dit juste « vous êtes à risque de blessure ». Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut à tout moment avoir une bonne communication avec le staff sportif et avec les athlètes, sinon ils ne voudront pas faire attention à ces prédictions et c'est tout à fait naturel. Alors, là, je remarque que j'ai mis un mauvais titre. Ce n'est pas une étude en cours, c'est une étude qui est achevée. Donc ça, c'était une étude qui a été menée menée de pointe par des chercheurs de la région de Lyon-Saint-Étienne. Et donc c'était une collaboration que j'avais faite avec eux sur des athlètes de la Fédération française d'athlétisme. Donc on leur a fait un suivi sur 38 semaines et on leur a demandé de remplir des questionnaires quotidiens sur leur activité sportive, sur leur état psychologique, mais évidemment également sur leur sommeil, s'ils ont eu une blessure ou non, et surtout sur le degré d'utilisation de IREF. Alors c'est quoi IREF ? Ça, je vous l'explique. Donc, en fait, l'étude qu'on a faite ici, elle s'appelle iPredict AI, Injury Prediction with Artificial Intelligence. C'était justement le but. Et le IREF, ça c'est quoi ? Donc, l'abréviation pour Injury Risk Estimation Feedback. Donc, en fait, on leur a donné sur leur téléphone portable une app, donc un programme qui leur dit chaque jour, sur base de ce qu'ils ont fait en termes de sport, sur base de leur questionnaire, qui leur dit à chaque jour s'ils sont à risque ou non de se blesser. Et donc, nous avons aussi demandé chaque jour aux athlètes de nous renseigner si oui ou non ils ont vraiment utilisé ce programme. Parce que s'ils ne l'utilisent pas, évidemment, ça a un intérêt limité. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est pour chaque athlète, on mesure le nombre de jours d'entraînement perdus par 1000 heures d'activité sportive. Donc, voici comment l'étude était mise en place. Donc, tout d'abord, pendant 3 semaines, nous avons donné des questionnaires de base aux athlètes. Nous les avons formés sur l'étude qui va être mise en place. Puis, pendant 4 semaines, ça, c'était ce qu'on appelle la phase d'entraînement. Donc, pendant 4 semaines, on leur a demandé de nous fournir des informations comme je vous l'ai expliqué avant, et on a regardé quelles activités sportives ils ont faites. Et donc, pendant ces 4 premières périodes, ça, c'était les données dont nous avions besoin pour pouvoir entraîner notre IA. Et à partir de la 5e semaine, chaque jour, on pouvait leur dire, aujourd'hui, vous êtes à tel ou tel risque de blessure. Aujourd'hui, vous êtes à tel ou tel risque de blessure. Et évidemment, avec chaque jour qui passait, les informations ont été mises à jour, l'IA a été mise à jour. Mais donc, on avait besoin de ces 4 premières semaines pour pouvoir entraîner l'IA, sinon, ça n'aurait pas eu de sens de commencer avant. Et donc, sur 34 semaines, on a donc pu voir comment ça se passait, s'ils ont fait usage de notre programme et si l'utilisation de ce programme avait un effet bénéfique s'ils ont suivi les conseils. Donc je vous montre aussi ce qu'ils ont vu. Ça, c'est un exemple de ce qu'ils voyaient. Donc par exemple, cette personne-là, elle avait 90% de risque de blessure. Donc on lui disait clairement, attention, il faudrait mieux doser l'entraînement. Et puis la fiabilité, ça c'est à quel point les prédictions sont fiables. Là, on avait mis ce nombre-là. Et ce que vous voyez en bas, donc dans la partie C, ça c'est donc vous avez en bleu, ça ce sont les paramètres du sportif qui sont favorables à ce qu'il ne se blesse pas, et en rouge, les paramètres qui posent problème. Et donc, l'idée derrière ça, et c'est ça qu'on leur a expliqué, c'est, vous voyez par exemple, si en rouge vous avez le sommeil, il serait bon de faire plus attention à avoir un sommeil plus sain ou avoir plus de sommeil pour éviter de se blesser. Et donc, à la fin de l'étude, on a donc regardé quelle était l'efficacité. Donc, on a pu voir, parce qu'évidemment, vous pouvez bien vous douter que bon nombre de ces sportifs n'ont pas du tout utilisé ce programme, ou certains l'ont utilisé au début, puis en ont eu marre après un certain moment. Et donc, on a pu constater que pour ceux qui l'utilisaient régulièrement,
qu'en effet, pour eux, ça avait un effet bénéfique. Et donc, de là, nous avons conclu que, ok, s'il y a un tel programme, si les athlètes l'utilisent, c'est bon pour eux et le risque de se blesser est devenu beaucoup moindre. Ce que nous avons conclu aussi, c'est si on met un tel programme sur le marché, si on veut que les athlètes puissent l'utiliser, alors il faut le rendre plus attrayant. Il faut faire en sorte qu'il y ait une sorte de motivation intrinsèque. Il ne faut pas qu'il y ait que la motivation intrinsèque de l'athlète de l'utiliser. Il faut en faire peut-être un petit jeu ou faire un ranking sur qui l'utilise comment. Des genres de choses qui pourraient motiver les athlètes à l'utiliser davantage parce qu'uniquement alors, ça pourrait vraiment faire son plein effet. Et donc là, ça c'est vraiment, comme vous le voyez, c'est le début. C'est le début de l'intelligence artificielle dans la prévention de blessures. Et là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a déjà eu des avancées très intéressantes, mais je pense que c'est là où il y a encore le plus de champs à travailler pour pouvoir obtenir vraiment une meilleure prévention des blessures. Évidemment, il est clair qu'on n'arrivera jamais à le faire à 100%. Ça, c'est, je pense, une évidence. Donc, j'espère vous avoir montré que la science des données, elle a révolutionné le sport par ce domaine qu'on appelle les sports analytics. Il est très important de se dire qu'on n'aura jamais 100% de contrôle, et ça c'est une bonne chose, parce que les sportifs sont des humains, et nous ne voulons pas avoir ce 100%. Je pense que ça c'est aussi très important de se le dire. Les athlètes sont des humains, restons donc là-dessus, et on ne va jamais aller vers du 100%, et c'est une bonne chose. Je vous ai mis, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis en haut un lien vers un site web qui s'appelle S-Training. Donc c'est un site web qui lie la science des données avec la science des sports. Donc c'est un groupe international que je préside ensemble avec mon collègue Andreas Groll. Et nous avons, une fois par mois, nous avons des webinaires en ligne sur différentes thématiques qui lient science des données et le sport. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette conférence extrêmement pédagogique. Je crois que s'il y avait encore des nuages sur la compréhension de l'IA, on a ouvert des portes là. Et cette utilisation de l'intelligence artificielle dans le sport, vous l'avez dit en conclusion, fait un peu peur quand même. Comme toute l'intelligence artificielle, elle fait peur. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais on va remplacer le joueur, le sportif, par une espèce de machine humaine organique, mais dont tous les comportements vont être dictés par ce que l'intelligence artificielle aura dit qu'il devait faire. Et quelque part, la spontanéité d'un Platini, je pensais à lui quand notre conférencier parlait de football, ce génie qu'il avait, ce bonhomme, pour transposer ce qu'il voyait du terrain en ce que nous montrait M. Hay, la vision du dessus. Et je me rappelle les passes qu'il faisait à Giresse en profondeur et qui se terminaient par un but, c'était absolument magique. Et lui n'avait absolument pas besoin d'IA, il avait simplement un esprit qui fonctionnait parfaitement pour cette tâche. Merci beaucoup, monsieur le professeur Hay. Je donne la parole à notre modérateur pour qu'il anime les questions. Alors, personnellement, j'aurais plusieurs questions. La première qui est toute simple, sur la prévention des blessures. Dans un sport que je connais bien, c'est le ski alpin, en compétition, en descente. Il y a quasiment des blessures à chaque course. Est-ce qu'on pourrait prédire et dire... Alors, première question, est-ce qu'on pourrait prédire? Et deuxièmement, faire en sorte que le coureur se dise « aujourd'hui, je ne suis pas capable, je ne cours pas ». Alors, moi, personnellement, je
je n'ai jamais travaillé sur le ski alpin, donc je ne peux pas vous dire quelles sont les possibilités. Je pense que on pourrait sans doute, avec une telle technologie, avoir justement des moyens pour lui dire que il ou elle n'est pas au mieux de sa forme et qu'il y a donc un risque accru de se blesser, parce qu'il faut quand même avoir des capacités cognitives très très bonnes pour pouvoir faire du ski alpin et pour éviter des grandes blessures ou des chutes à la Hermann Maier qui peuvent être vraiment très 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 désagréables. Donc je ne sais pas à quel point on peut vraiment dire quelque chose sur les aider comment ils devraient se comporter sur la piste. Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est des décisions qu'ils doivent peaufiner. On peut certainement leur donner des recommandations. Aujourd'hui, vous êtes dans un bon état, dans un moins bon état. Personnellement, donc ça j'en suis convaincu, ça peut se faire. Maintenant, est-ce que l'athlète va de lui-même renoncer à le faire? Ça, je pense que c'est presque impossible. C'est aussi ce que je connais du feedback. Donc, on travaille ensemble aussi avec des clubs sportifs. On a entamé des discussions avec différents clubs de football, comme par exemple le Borussia Dortmund. Et donc, de là, je sais que dire à un joueur, ou attendre qu'un joueur dise de lui-même « Aujourd'hui, je ne suis pas en bonne forme, donc je préfère ne pas jouer », ça c'est extrêmement rare. Et je pense que là, en ski alpin, ça risque aussi d'être le cas. Je ne pense pas qu'ils vont nécessairement écouter. Peut-être sur l'entraînement, qu'ils vont se dire « Je vais y aller un peu plus mollo », ça je l'imagine bien. En course, je ne crois pas. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait une manière tout à fait différente de voir les choses. On ne sait jamais ce qui arrive dans les prochaines années, mais ce serait en tout cas étonnant, de mon avis. La deuxième question que j'aurais, c'est dans les paris sportifs, comme il y a une intelligence artificielle, il n'y a plus de paris, puisque tout le monde a les statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pareil, sur une préparation d'un match de foot, par exemple, les deux entraîneurs ont les probabilités, donc normalement, ils n'ont plus besoin de jouer, puisque le match est déjà fait au départ. Alors quelle est la part de l'aléatoire ou la part, j'allais dire, de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle? Alors, évidemment, sur le terrain, il restera toujours, et c'est comme je l'ai dit à la fin, il restera toujours cette partie, il y a toujours cette partie humaine, et c'est la partie la plus prédominante. Il y a les tactiques. Disons que ce qui change surtout, ce qui est en train de changer, ce qui a changé, c'est que avant, les tactiques, elles étaient surtout figées par le coach, alors que là, le coach, il est aidé par les IA. C'est ça qui change surtout. À la fin de la journée, ça reste le coach qui dit voilà les tactiques. Il a maintenant d'autres outils qui lui permettent de faire des analyses plus rapides, plus approfondies, mais ça reste le coach qui donne la tactique. Donc cette partie humaine-là, elle ne change pas. Et des génies comme Platini, ils resteront toujours là, et on ne pourra rien faire contre leurs éclairs de génie. Et ça, c'est, je pense, la bonne chose. Donc, sur l'autre point, c'était quoi déjà l'autre point? C'était aussi un point que je trouvais très intéressant. Le premier point que vous avez dit? Sur les paris, oui, tout à fait. Alors, pour les paris, oui, ils ont les mêmes données, mais chaque agence de paris a ses propres développeurs de modèles, et donc ils ont leurs propres modèles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils suivent de très près la littérature, et ils vont même aussi à des conférences, des conférences statistiques, des conférences de sport, pour voir quels sont les nouveaux modèles qui existent dans la recherche. Bien sûr, eux ne vont jamais faire des présentations pour parler de leur modèle, parce que non, ça reste leur secret professionnel, c'est une évidence. Et donc chaque groupe de paris sportifs, ils ont leur propre modèle qu'ils peaufinent, qu'ils développent, et c'est comme ça que il y a des différences entre les différentes agences de paris sportifs. Merci. Question ?
Oui, Jean-Dominique de Corvin. Merci beaucoup pour votre conférence vraiment très intéressante et puis cet éclairage sur l'intelligence artificielle qui m'a beaucoup plu. Deux petites questions. D'abord, savez-vous quelle est la proportion d'entraîneurs, par exemple, c'est pour le football ou dans le sport, qui utilisent ces techniques d'intelligence artificielle? Et puisque vous avez beaucoup parlé du football et qu'hier on a vécu un match mémorable entre Liverpool et Manchester avec cette séance de tir au but ou de penalty, est-ce qu'il y a des données qui sont, à mon avis, assez intéressantes à obtenir sur les tirs au penalty? Est-ce que ça a été étudié? Est-ce que c'est utilisé? Oui. Donc il y a des études aussi qui sont faites sur les penalties et ça c'est aussi une des formes les plus. Ça c'est une des formes les plus. Non, j'entends un écho à l'arrière. C'est pour ça que. Donc c'est une des formes qui sont les plus anciennes en fait en foot. Je me rappelle toujours Coupe du Monde 2006. C'était l'Allemagne qui jouait contre, je pense l'Argentine et que ça allait au penalty. Et il y avait le goal allemand Jens Lehmann qui avait qui avait une petite feuille pour chaque tireur adverse qui lui disait quelle est la probabilité qu'il tire dans chaque côté. Voilà. Donc ça a existé déjà. Ça c'était une des premières formes en fait des sports analytics dans le foot. Et il y avait évidemment des gardiens qui faisaient ça aussi déjà dans les années 80. Donc il y a beaucoup de nos jours là-dessus. Et votre autre question, ça touchait sur l'usage. L'usage et l'entraîneur. Oui. Alors là, il faut dire que ce genre de technologie, c'est surtout les équipes riches qui peuvent les avoir, et donc ces entraîneurs-là qui les utilisent. Maintenant, ça dépend aussi très fortement des formations des différents coachs. Par exemple, le Borussia Dortmund avait un coach avant Terzic, qui lui il avait fait des études de sport science. Donc lui, il avait un esprit qui était fortement tourné vers cela. D'autres coachs, pour eux, ce n'est pas la même chose et donc ils préfèrent ne pas les utiliser. Donc je n'ai pas de données sur le pourcentage, mais ça dépend à la fois du niveau des clubs et aussi très fortement de la volonté des coachs, s'ils sont ouverts à ça ou pas. Si je peux me permettre une autre question, vous avez parlé de l'équipe féminine de handball. Oui. Il se trouve que son entraîneur pendant de nombreuses années était un Lorrain, Olivier Krumholz. Oui. Vous avez parlé de la finale. Est-ce que vous avez montré aux entraîneurs les résultats de vos travaux? Et est-ce que vous avez eu un feedback justement à ce sujet? Oui, alors pas assez d'entraîneurs-là, mais on est en fait en collaboration avec Emmanuel Mayonnaud, qui est l'entraîneur actuel des Dragons de Metz, et qui est un super entraîneur. Et en fait, avec lui, il y a des échanges récents. Donc mon doctorant, il a vraiment des échanges récents parce que d'un côté, on lui donne ses prédictions, mais pas, comme je l'ai expliqué, pas les prédictions, parce que pour avoir des prédictions, ça, il n'en aura pas grand-chose à faire, mais on lui donne surtout les facteurs déterminants, qui sont les facteurs, quelles sont les joueuses les plus importantes dans un tel match. Et ça, on lui donne avant le match, et il fait rentrer ça dans ses réflexions tactiques. Et lui nous donne aussi un feedback. C'est ça aussi qui est très chouette. Il nous donne un feedback. Il dit, par exemple, ça, ce que vous obtenez là, ça fait du sens. Un tel facteur, je le retirerai. Donc là, vraiment, c'est avec son feedback humain qu'on arrive à peaufiner les modèles. Jean-Pierre? Oui. Si on part de réflexion, notre cerveau fonctionne avec des flux d'électrons, mais avec aussi des flux chimiques. L'ordinateur ne fonctionne qu'avec des électrons. L'ordinateur, on peut l'arrêter quand on veut. On coupe l'alimentation, notre cerveau, on ne peut pas l'arrêter, sauf si on est mort. Alors c'est lequel qui est le plus performant? Alors, j'ai évidemment... moi-même, j'ai toujours envie de dire que le cerveau humain, évidemment... maintenant, une réponse plus scientifique, disons, ce serait de dire que chacun a ses domaines de prédilection. L'intelligence artificielle peut faire des calculs que nous, on ne peut absolument pas faire. Peut faire des calculs très très rapides qui nous sont impossibles à notre esprit humain. Et donc, il est doté d'une capacité, et fait tout le temps des calculs. Tout le temps. Donc là,
on ne peut pas rivaliser avec en termes de calcul. Et tous ces modèles de prédiction, ces calculs rapides, on ne peut pas rivaliser avec ça parce qu'ils arrivent à une énorme masse de données, ils peuvent en extraire une information tout de suite. Et ça, on n'est pas capable de le faire. Par contre, évidemment, notre esprit, il est doté de cette capacité de compréhension, la créativité, de pouvoir assimiler quelque chose et de pouvoir de lui-même, sur base d'un échantillon en fait très petit, beaucoup plus petit que les IA, de pouvoir en tirer des conclusions et d'extrapoler sur des choses qu'on n'a pas encore vues. Ça, c'est quelque chose que l'IA ne sait pas encore faire. Je choisis vraiment bien mes mots. Je dis pas encore parce que je dois dire que différents développements qui se sont passés récemment, je n'aurais pas non plus pensé que c'était possible. Il y a toute cette discussion maintenant, est-ce qu'on peut aller vers une intelligence artificielle générale? Est-ce que c'est possible ou pas? Personnellement, j'aurais envie de dire que non, parce que je n'ai pas envie de ça. Je veux qu'on... Enfin, il y a des choses comme l'intuition. Ça, c'est une des grandes questions d'actualité. Est-ce qu'une IA peut avoir une intuition ou pas? Traditionnellement, la plupart des chercheurs disent que non, mais il y en a de plus en plus qui vont dans cette direction, qu'il y a des combinaisons. Et si on voit la créativité, enfin, qui est possible d'obtenir sur les images que j'avais montrées avant, là, on a... D'aucuns disent que ça c'est de l'intuition. Donc ça c'est un très très grand débat où à ce moment-ci on n'a pas encore de réponse. Mais très clairement, calculatoire, l'IA, faire des extrapolations, faire des combinaisons, comprendre sur un jeu de données très petit, le cerveau humain il est supérieur. Oui, tout ça, c'était pour arriver à dire que je crois que le mot intelligence artificielle, le mot intelligence est mal choisi. Ce sont deux machines qui sont différentes et une prévoit l'avenir intuitivement, pas forcément. Il faudrait garder pistes dans le fond. Peut-être que c'est pas si intuitif que ça, alors que la machine, elle est programmée. Oui. Et elle s'arrête dans son programme. Voilà, c'est tout. Oui, j'aime bien votre conclusion. Merci.